Bienvenue dans Smart Bourse, votre émission quotidienne sur Bismart for Change pour rester à l'écoute des marchés. Chaque jour, du lundi au vendredi, vous nous retrouvez à 20h30 à la télévision si vous nous suivez via vos box. Émission que vous retrouvez également chaque jour en replay sur bismart.fr ou encore en podcast sur l'ensemble de vos plateformes préférées. Au sommaire de cette édition ce soir, nous réfléchirons avec nos invités sur les enjeux de cette équation politique en Allemagne à l'issue des résultats des élections fédérales. Une coalition bipartite se dessine entre le vainqueur, CDU de CSU, et le SPD qui a considérablement baissé à l'occasion de ces élections fédérales pour atteindre son plus faible score depuis la Seconde Guerre mondiale. L'autre vainqueur, c'est évidemment le parti AfD d'extrême droite. Et puis, on notera également la capacité de minorité de blocage au Bundestag entre l'AfD et Die Linke qui pourrait compliquer l'idée d'une réforme de la constitution allemande et du frein à l'endettement en Allemagne. Les enjeux de l'élection allemande, nous en parlons bien sûr avec nos invités de Planète Marché dans un instant, au démarrage d'une semaine qui sera marquée par la poursuite de quelques résultats d'entreprise parmi les plus importants du monde, puisque nous aurons mercredi soir la publication de Nvidia qui sera bien sûr le prochain test pour l'appétit en matière d'intelligence artificielle, alors qu'on a vu quelques valeurs décrochées vendredi à la faveur de la publication d'une note d'analyse de TD Cowen qui indique notamment que Microsoft est en train de réajuster peut-être ses capacités avec l'annulation de certains contrats de leasing pour des capacités d'infrastructure d'IA. Le titre Microsoft a largement trébuché vendredi. On le retrouve aujourd'hui sur la cote française à travers un titre comme Schneider Electric. Vous aurez plus de détails dans un instant avec les infos de marché que vous apporte Lily Zalkin aujourd'hui. Et puis dans le dernier quart d'heure de Smart Bourse, nous nous focaliserons sur le segment de marché de la dette émergente. Quelle est la valeur recelée à travers ces marchés de dette d'entreprises émergentes? Quels sont les enjeux et les perspectives pour ce segment de marché? Nous en parlerons avec les spécialistes d'Iveo Capital Partners et vous pourrez voir ou revoir l'interview de Michael Israël, cofondateur d'Iveo Capital Partners dans le dernier quart d'heure de Smart Bourse ce soir. Tendance, mon ami, chaque soir en ouverture de Smart Bourse, les infos clés du jour sur les marchés. C'est Lily Zalkin qui est avec nous ce soir pour vous apporter ces informations. Bonsoir Lily. Bonsoir. À la une, évidemment, les résultats des élections fédérales en Allemagne. Oui, et c'est le parti démocrate chrétien CDU-CSU, représenté par Friedrich Merz, qui s'est imposé. Avec presque 29% des voix, il devance ainsi le parti d'extrême droite AfD, qui enregistre tout de même une victoire historique, avec plus de 20% des voix. Pour mettre en place un gouvernement, la CDU doit maintenant s'allier avec d'autres partis, la coalition la plus naturelle apparaissant avec le SPD d'Olaf Scholz. Friedrich Merz a promis des discussions rapides avec l'objectif de former un gouvernement de coalition d'ici la mi-avril aux alentours des vacances de Pâques. Voilà l'horizon qui a été fixé à ce stade. Intéressant de suivre dans ce contexte politique en Allemagne, Lily, l'enquête réalisée auprès des chefs d'entreprise en Allemagne, l'indice IFO pour le mois de février qui a été publié ce matin. Oui, l'indice IFO qui mesure le moral des investisseurs allemands s'est dégradé plus que prévu au mois de février. Il était attendu en hausse à 85,9 et ressort à 85,2, similaire au mois précédent. On notera toutefois une amélioration plus marquée que prévu de la composante perspective chez les chefs d'entreprise allemands. Quid du marché obligataire aujourd'hui? Quel est l'état des lieux qu'on peut dresser sur ces marchés de dette publique, notamment, Lily? En Europe, le rendement de l'obligation allemande à 10 ans tourne autour de 2,50% aujourd'hui. Le rendement à 10 ans, lui, tourne autour de 2,1%. Le rendement de l'obligation française à 10 ans est stable, autour de 3,2%. Et le rendement américain à 10 ans se stabilise sous 4,5%. Côté devise, l'euro remonte un peu par rapport au dollar et se traite aujourd'hui autour de 1,05 $. À noter, l'or a atteint un nouveau plus haut à 2973 $ l'once. Qu'en est-il des indices actions en ce début de semaine, à commencer par les indices européens? Oui, commençons par l'Europe qui est soulagée par la victoire des conservateurs aux élections législatives allemandes. Le DAX est en progression d'environ 0,7%. Le Stoxx 600 et l'Eurostoxx 50 sont autour de l'équilibre. Le CAC 40, lui, est en repli de 0,6%. Une baisse qui s'est un peu accélérée d'ailleurs pour le CAC en fin de séance, jusqu'à 1% de repli pour l'indice parisien qui, une fois n'est pas coutume, est pénalisé aujourd'hui par Schneider Electric, la vedette du marché parisien sur l'année 2024, rappelons-le.
Oui, le spécialiste des équipements électriques souffle d'une note de TD Cowen qui signale l'annulation par Microsoft de contrats de location pour des data centers. Le titre est lanterne rouge du CAC 40 et cède près de 4%. Legrand perd près de 1% au cours de la séance et Siemens Energy de son côté perd près de 3% et figure parmi les plus fortes baisses de l'indice Stoxx 600. À l'inverse, la star du jour en Europe, sur le marché européen et au sein de l'indice Stoxx 600, c'est Just Eat Takeaway, coté entre autres à la bourse d'Amsterdam. Oui, la société d'investissement Prosus annonce le rachat du groupe de livraison de repas pour un montant de 4,1 milliards d'euros. L'offre est soutenue par le conseil d'administration de Just Eat, dont le titre s'envole de plus de 50%. Que dire des marchés américains dans ce contexte, Lily ? Côté américain, Wall Street a fini en forte baisse vendredi et les investisseurs commencent à s'inquiéter de l'économie du pays et de la gestion du gouvernement Trump. Le S&P 500 a enregistré sa pire séance de 2025 pour l'instant, en baisse de 1,7%. À l'ouverture cet après-midi, les indices américains enregistrent une légère progression. Une progression qui s'est un peu affaiblie depuis, puisqu'on est autour de l'équilibre, voire en légère baisse sur les indices américains. Côté macro, les investisseurs ont pris connaissance de la deuxième estimation de l'inflation en zone euro. Oui, pour le mois de janvier, et elle ressort conforme aux attentes à plus 2,5% sur un an. L'inflation dans sa version cœur hors alimentation et énergie s'établit en hausse de 2,7% sur un an en janvier comme en décembre. Quel sera le programme de demain sur les marchés, Lily ? Demain, les investisseurs prendront connaissance de la confiance des consommateurs du Conference Board de février et de la deuxième estimation du PIB allemand pour le 4e trimestre. Côté résultats, Bureau Veritas est attendu en France et aux États-Unis, c'est Home Depot qui publiera ses comptes. Lily Zalkin avec nous ce lundi pour vous apporter les infos clés du jour sur les marchés. Trois invités avec nous chaque soir pour décrypter les mouvements de la planète marché et analyser plus particulièrement encore les résultats des élections fédérales en Allemagne et les enjeux de ces résultats d'élections sur l'économie et pour les investisseurs. Jeanne Asraf-Biton est avec nous, directeur de la recherche et de la stratégie de BFTIM. Bonsoir Jeanne. Bonsoir. À vos côtés, Florent Vabon, économiste chez Ecofi. Bonsoir Florent. Bonsoir Grégoire. Et Frédéric Rosier qui nous accompagne également, co-responsable de la gestion de portefeuille chez Mirabeau. Bonsoir Frédéric. Bonsoir Grégoire. Merci à vous trois d'être là, ravi de vous retrouver. Jeanne, vous avez la parole pour quelques commentaires à chaud sur ces résultats d'élections fédérales en Allemagne. L'idée qui avance est celle d'une coalition bipartite entre les vainqueurs de CDU-CSU et un des perdants, à savoir le parti SPD d'Olaf Scholz. Qu'est-ce que ça peut impliquer en matière de réflexion sur la stratégie économique de l'Allemagne et puis pour les investisseurs globaux et les marchés financiers? Écoutez, d'abord, ce qui est intéressant, il me semble, c'est que le résultat est relativement proche de ce que les sondages nous indiquaient. Donc, il n'y a pas de grande surprise. Bon point pour les sondeurs. Ben, non, mais dans les années qu'on a connues, c'est déjà un point important. Dire, hein, c'est quand même très proche. Ensuite, ce qui est intéressant, c'est que donc il va y avoir entre guillemets, s'il semble se décider effectivement une coalition avec deux grands partis, ce qui veut dire davantage d'agilité, davantage de prise de décision, probablement en faveur d'une politique fiscale plus expansionniste. Ça, c'est vrai. Mais de l'autre côté, on notera quand même que même s'il devait inclure les Verts, il n'aurait pas la majorité des 2/3 qui est nécessaire pour une réforme constitutionnelle. Alors, est-ce qu'ils en ont vraiment besoin pour arriver à opter pour une politique plus expansionniste ? Probablement pas. Mais enfin, c'est moins favorable, on va dire, que s'ils avaient déjà une majorité. Ça se joue à pas grand-chose, en réalité. Mais ils n'ont pas la majorité des 2/3. Et puis, donc, sinon, peut-être quand même, effectivement, des espèces de scissions importantes avec l'Allemagne de l'Est où l'AfD est le premier parti et de loin. Dans tous les länders de l'Est. Oui, c'est assez... La carte est une fracture c'est incroyable, limpide. Hein. Oui, c'est assez étonnant. Une fracture dont j'ai entendu parler récemment, que je n'attendais pas du tout, et je n'ai aucune explication en l'occurrence. C'est une fracture dans la population jeune entre hommes et femmes. Oui. Surprenante. Jeune femme allemande vote à gauche, jeune homme allemand vote à droite, voire très à droite. Et très à gauche, en l'occurrence, pour les jeunes femmes. Hein. C'est Die Linke, AfD. Hein. Exactement.
Donc, étonnant. Donc, peut-être des choses... Donc, c'est le fameux gender gap. Hein. Là, on a l'impression qu'il se passe quelque chose, mais c'est rare. Hein. On ne l'a pas vu dans beaucoup d'endroits. Hein. Donc, il est très prononcé. Et puis, sinon, on attend clairement une politique. Alors, je pense que beaucoup de choses vont dépendre de ce que va faire l'Europe en termes d'augmentation des dépenses militaires. C'est-à-dire que s'ils font un truc un peu comme pour le Covid, du style, les dépenses militaires, on ne les compte pas dans les règles de Maastricht. Si on les écarte, c'est exactement, parce que l'Allemagne a quand même dit qu'elle voulait monter en gros de 2,1 à 3% du PIB en termes de dépenses militaires. Donc sinon, tout est plus compliqué, parce que si on doit prendre un point de PIB pour augmenter les dépenses militaires, il faut faire des arbitrages. Donc même s'ils arrivent à remonter le niveau de déficit autorisé, c'est compliqué. Mais je pense que l'Europe va être contrainte de toute façon de contourner les règles. Donc vous dites, quelle que soit la manière, que ce soit sur le plan ou dans la dimension européenne ou dans la dimension domestique, l'alliance qui se dessine entre CDU, CSU et SPD va quand même dans le sens d'une politique budgétaire plus relâchée. Oui. Quelle que soit la manière qu'on trouvera. Oui. D'accord. Ce ne sera peut-être pas d'une ampleur très importante et certainement pas pour cette année. D'accord. C'est-à-dire que les impacts sont plutôt... Budget 2026, hein. Oui. Là, le budget 2025 Exactement. court jusqu'en mars, je crois encore, mais... Ce sera pour 2026. Oui. Florent, comment vous regardez alors l'équation politique allemande, bien sûr, et derrière le degré d'ouverture budgétaire qu'on peut attendre du prochain gouvernement allemand, la manière de faire, les méthodes, on peut contourner évidemment certaines règles, il y a beaucoup d'ingénierie fiscale possible de ce point de vue-là. Quand je regarde la réaction du marché obligataire allemand spécifiquement, j'ai pas l'impression que les investisseurs obligataires se disent qu'il va y avoir un tombereau de dette allemande qui va être mise sur le marché là dès demain comme ça. Non, parce que comme ça vient d'être dit, ça dépend aussi de ce que va faire l'Europe. Parce qu'on a parlé là il y a quelque temps d'un plan d'émission de dette commune. Alors ça forcément ça fait pression sur les taux plutôt à la baisse en réalité. On a déjà vu une petite tension sur les taux européens, enfin allemands en l'occurrence, la semaine passée. Donc en réalité, c'est le calme plat aujourd'hui parce que ça avait déjà été plutôt intégré la fois précédente. Comme ça vient d'être dit, il n'y a pas vraiment de véritable surprise. Je rajouterais néanmoins une toute petite nuance, c'est qu'il semblerait qu'entre le CDU, CSU et le SPD, il y ait quand même quelques points de discorde sur certaines mesures. Puisque le parti qui est arrivé en tête est plutôt pro-business. Le SPD modère un peu le point là-dessus. Et puis, pour aller chercher la réforme constitutionnelle, comme ce qui vient d'être dit, il va falloir aller chercher surtout à gauche. L'AfD a dit qu'elle ne voterait pas cette réforme constitutionnelle. C'est la position de parti, en tout cas, de l'AfD et de son leader, Alice Weidel. Donc c'est avec Die Linke qu'il faudrait négocier ce point-là. Sur le plan de défense, ça va être moins évident. Sur des plans de dépenses gouvernementales pour relancer l'activité, réorienter le modèle économique allemand, pourquoi pas, je pense. Effectivement, sur la défense, il va y avoir des réticences et ça va vraiment être important que l'Europe se montre vraiment très ferme là-dessus, sur ce qu'elle va faire. Et pour conclure, je trouve que ça participe au fameux narratif qu'on avait évoqué la dernière fois, lorsque j'étais venu début janvier, de regain d'autonomie stratégique de l'Europe. Là, on est en plein dedans. Et il y a pas mal de plans qui ont été annoncés, et donc on est vraiment là-dedans. La position Die Linke, si je résume, c'est pas d'augmentation du budget de la défense, mais d'accord pour réformer le frein à l'endettement. C'est ça. Ce qui semble émerger pour l'instant. C'est sur ce genre de point que la négociation peut se jouer avec la future coalition et l'un des partis d'extrême gauche. Frédéric, vos commentaires sur ces résultats et les réactions de marché. Je disais, ça bouge peu sur le marché obligataire qui avait peut-être anticipé effectivement ce résultat assez conforme au sondage. Sur le marché action, le DAX est positif, mais c'est surtout le MDAX, les valeurs moyennes allemandes qui surperforment là aujourd'hui. C'est normal parce que dans le programme, il y avait, de la CDU notamment, il y avait une baisse de l'IS. À 25 de mémoire le taux proposé. Donc après il faut le financer. C'est vrai que les Allemands ont cette particularité d'avoir mis dans la Constitution
pour éviter les dérapages, je crois que c'est l'article 109 de mémoire de la Constitution, d'avoir pensé qui allait se répartir éventuellement les sanctions de l'Europe s'il y avait des dérapages entre les Landes et le gouvernement fédéral. Donc tout était pensé. Le plan est bien ficelé. Hein. Alors après, vous savez, c'est comme voilà, ce que le Sugo, hein, quand vous ficelez, après ça devient un peu dur de déficeler ça. Donc effectivement, il y a une réaction qui est très réaction pro-marché, l'énergie par exemple, des choses qui étaient un peu mises sous pression, notamment avec les gouvernements précédents, notamment avec l'influence des Verts. Donc on voit des titres comme E.ON rebondir, le secteur automobile par exemple. Mis à part Siemens Energy, les utilities marchent bien aujourd'hui. Donc on voit... Et le real estate, l'immobilier aussi. Exactement. Là, on avait Vonovia qui rebondissait également parce qu'on sait qu'il y a un déficit de logement très important en Allemagne. Donc on voit que le marché se met dans un mode qu'on a retrouvé finalement avec la nomination de Bayrou. Quelque part, c'est un peu la même réaction, je trouve, sur le marché. Il n'y a pas une incidence sur les taux comme on l'a eu en France au moment de la nomination de M. Bayrou, mais plutôt effectivement une réaction plutôt pro-business qui s'opère, notamment sur les valeurs industrielles, énergie et effectivement real estate. Donc vraiment les valeurs sensibles notamment à l'investissement. Donc, et la baisse de la fiscalité, un mouvement qu'on avait eu aux États-Unis aussi avec la nomination de Trump et la baisse du IS qui était souhaitée par M. Trump. Ouais. Et le DAX, là, dans ce contexte, ça reste un indice fort, un indice leader en Europe. Alors, il y a beaucoup de valeurs très en retard. Encore au sein de l'indice. Oui. Donc il reste encore, on parlait de l'immobilier. L'immobilier a largement sous-performé également en Allemagne. Je ne parle même pas d'un Volkswagen qui était un peu en déprime, les secteurs automobiles qui est en déprime. Donc voilà, il y a un phénomène de rattrapage tout naturellement qui s'opère sur le marché allemand, à mon avis, qui est effectivement peut-être en train de phase de reprise, comme l'a été le marché français au sein de l'Europe depuis maintenant 2 mois. On est à peu près dans la même phase. Ouais. Jeanne, je reste un peu sur l'Allemagne quand même. La perspective d'une politique budgétaire allemande un peu plus expansionniste, toute proportion gardée, hein, je crois qu'il faut avoir bien ça en tête. Qu'est-ce que ça peut impliquer pour la conjoncture européenne ? Est-ce que à horizon 2026, il y a quelque chose qu'on peut voir à travers des chiffres économiques en Allemagne? Est-ce que c'est le sujet? Qu'est-ce que ça peut impliquer pour la Banque Centrale Européenne également, si on a des changements un peu structurels peut-être dans la façon de fonctionner en Allemagne? Alors je vais commencer par la deuxième question, parce que je trouve qu'elle est très en lien avec ce qu'on vient de dire. C'est-à-dire, si tant est qu'ils ne font pas des arbitrages budgétaires, ce qui semble quand même le plus probable, il va falloir augmenter les émissions de dette. Quand on fait juste l'exercice d'augmenter les dépenses militaires de 2,1 à 3 pour l'Allemagne, 2,1 à 3 pour la France et Italie qui sont à 1,5 et Espagne à 1,3, pareil, on les remonte à 3. Pardon, on s'aperçoit que ça représente quand même, sur les émissions brutes allemandes et espagnoles, 15% de hausse. De plus? Oui. Supplémentaire. Ouais. Oui. Et pour France-Italie, je donne des chiffres arrondis, hein, c'est à peu près 8, 9, 10%. Et ce qui est intéressant de voir, c'est qu'effectivement, les marchés obligataires ne bougent pas beaucoup. Ça sous-tend que probablement la BCE est quand même là, elle a des outils, hein, elle a évidemment le réinvestissement, bon d'accord, mais elle a aussi le fameux outil anti-fragmentation qu'elle peut parfaitement utiliser si jamais besoin. Donc, c'est-à-dire qu'elle maintient, il y a une espèce de poutre comme ça, et je pense que ça joue en partie effectivement l'idée que de toute façon, la BCE veillera à ce qu'il n'y ait pas d'incident majeur de disruption. Et que l'absorption se fasse correctement. Oui, et qu'il n'y ait pas de disruption sur les marchés obligataires, si tant est qu'ils doivent se financer par la dette. Ça, c'est c'était le deuxième volet de la question. Maintenant, comment est-ce que ça peut jouer pour la macro de la zone? Il faut quand même réaliser cette espèce de dispersion inédite qu'on a depuis un petit moment entre... alors, je vais surtout parler de l'Espagne, mais entre l'Espagne, qui a en gros une croissance plus forte que les États-Unis... je citerai le Portugal, la Grèce aussi, parce que c'est le poids lourd. Voilà. C'est le poids lourd des périphériques. Mais n'oublions pas les autres. Du coup, même le concept de ce qu'on appelait avant sur les taux, les périphériques, c'est plus très périphérique. Non. Et puis, de l'autre côté, on a le cœur de l'Europe. Et quand on regarde les prévisions qu'on fait à la fois la Bundesbank et la Banque de France en décembre, ils donnaient pour cette année 0,2% de croissance pour l'Allemagne seulement. Là, le consensus de marché est à 0,3%.
C'est pas, voilà. Alors, c'est un petit peu plus ensuite, mais c'est très faible, alors que vous avez des croissances très importantes. Ça fait 5 ans que l'économie allemande stagne. Oui, et surtout, et c'est vrai aussi, parce que pour la France, elle stagne pas, mais elle stagne pas parce qu'il y a de la dépense publique. Évidemment, je suis désolée, c'est un peu bon. En revanche, quand vous regardez la demande intérieure privée, elle stagne. Et donc, on est sur les 2 pays cœurs de l'Europe qui ont été un frein absolument incroyable. Donc, oui, ça serait effectivement un élément majeur parce qu'on ne voit pas pour l'instant en quoi la baisse des taux à venir de la BCE, etc., pourrait freiner le dynamisme des pays du Sud. Il n'y a pas de raison. Et en plus, il faut réaliser qu'une partie du dynamisme des pays du Sud est liée ce qu'on appelait le New Generation EU, donc les plans qui ont été attribués et qui sont quand même sur des montants colossaux. C'est 10% du PIB à peu près, pour l'Espagne, pour l'Italie, etc. En fait, pour la France et l'Allemagne, c'est presque zéro. Et donc, leurs effets, c'est 2025 et 2026. D'accord. Donc, ça veut dire que ça continue. Le momentum... L'effet de traîne est encore là, quoi. Mais donc, le fait qu'il y ait un peu de reprise, et ça pourrait aussi dynamiser la France. Alors, en attendant la grande révolution fiscale et budgétaire en Allemagne, en intégrant cette perspective, qu'est-ce qu'on peut dire de la situation conjoncturelle ? C'est vrai qu'on a vu une Christine Lagarde sur la dernière réunion s'accrocher toujours au récit de la reprise économique en zone euro pour justifier une approche graduelle, meeting par meeting, etc. Ce récit, ce narratif de reprise économique en zone euro, on en a débattu, ne serait-ce qu'avec les chiffres du 4e trimestre de PIB. Alors, on aura plus de détails cette semaine pays par pays, mais c'est vrai qu'il n'y a rien eu de très glorieux pour démarrer 2025, en tout cas en effet d'entraînement, quoi. Non, alors on part d'assez bas, c'est vrai. Donc les surprises ne peuvent que naître positives. C'est ce qui s'est passé au début d'année. On a des chiffres qui ont été un peu meilleurs que ce qu'on anticipait. On s'attend toujours au pire pour l'Europe depuis quelques années. Et puis donc en réalité, ce qui se passe aujourd'hui, depuis le début de l'année, et c'est aussi le reflet de ce qui se passe sur les marchés d'actions européens, c'est qu'il y a un peu de mieux. Il y a un peu mieux, et je rebondis sur ce qui a été dit sur les différences en termes de croissance au sein de la zone euro. Ces différences-là, elles s'expliquent surtout par la part du secteur manufacturier dans ces économies. C'est-à-dire que les économies qui ont été le plus impactées par les hausses de taux, c'est évidemment l'Allemagne. Alors, il n'y a pas que le fait des hausses de taux, il y a aussi la Chine, il y a aussi le modèle qui dépendait de l'énergie, gaz russe, etc. Mais quand on regarde la part du secteur manufacturier et la sensibilité des économies au taux d'intérêt, aux baisses de taux d'intérêt de la BCE, on voit qu'il y a une forme de corrélation positive. D'accord. Ce qui veut dire qu'en réalité, l'économie espagnole est beaucoup plus servicielle que manufacturière, contrairement à ce qu'on pourrait penser. Et elle a très très bien fonctionné l'an dernier. Et en 2025, si on se dit qu'il reste encore quelques baisses de taux dans les tuyaux, ça veut dire que ça peut faire des coups de boost pour ces économies-là, notamment l'Allemagne. L'Allemagne, c'est quand même le premier poids dans l'économie, dans le PIB de la zone euro. Et donc, toute bonne nouvelle qui pourrait venir d'une politique budgétaire plus expansionniste, de surprises positives à partir de points très très bas parce qu'on s'attendait au pire, va faire en sorte peut générer des effets. Le consensus révise ses prévisions de croissance à la hausse. En tout cas, nous, c'est notre scénario. Puis un autre élément important, mais on y reviendra sans doute, c'est tout ce qui se passe du côté de la guerre commerciale. Bien sûr. Pour le moment, il ne se passe rien. Pour le moment, il ne se passe rien. Et on peut même être étonné qu'il n'a pas forcément beaucoup mentionné l'Europe dans ses discours. Un petit peu, mais pas autant que pendant la campagne. On y viendra, mais gardez la parole parce que dans les sujets européens, avant de parler de la guerre commerciale de Donald Trump, il y a la perspective d'un cessez-le-feu entre la Russie et l'Ukraine. C'est peut-être le dossier prioritaire du moment d'ailleurs pour Donald Trump aujourd'hui. Là aussi, qu'est-ce que ça implique pour l'Europe, pour l'économie européenne, pour les marchés d'actions en Europe ? C'est difficile de spéculer sur la fin d'une guerre, mais en tout cas sur le cessez-le-feu tel que dans les conditions qui ont été évoquées par Donald Trump, on a du mal à voir quand même l'Europe sortir gagnante de tout ça. La rhétorique de Donald Trump, c'est quand même durci, notamment à l'égard de Zelensky. Mais on a de l'autre côté un ministre ukrainien qui dit que les discussions vont bon train malgré tout avec... Ça dépend à quel niveau les discussions se tiennent, j'ai l'impression. Tous les jours, on a des sons de cloche différents. Mais bon, si on prend comme hypothèse qu'on a une résolution du conflit et que, peu importe les conditions sont importantes, mais admettons qu'on ait une résolution du conflit, ça veut potentiellement dire un peu moins d'inflation et un peu plus de croissance. D'accord. Et donc ce cocktail-là, finalement, change pas véritablement la donne pour la BCE, pour rebondir sur la question de tout à l'heure,
puisque s'il y a un peu moins d'inflation mais qu'il y a un peu plus de croissance, au final, dans la balance des risques, ça on reste s'équilibre. à peu près comme, voilà. Ouais. Mais encore une fois, ça va vraiment dépendre des conditions de ce cessez-le-feu, et notamment du flux de gaz par la suite. Je rappelle, le gaz russe qui n'a jamais été interdit dans les packages de sanctions, et même les importations de gaz russe en provenance d'Europe pour des pays comme l'Allemagne a augmenté d'une vingtaine de pourcents, je crois encore l'an dernier. Frédéric, sur les implications de marché notamment, de la perspective d'un cessez-le-feu. Alors, on va parler de reconstruction. Je pense que le marché va parler que de ça, d'ailleurs. Il y a un pays à reconstruire, il y a des infrastructures à reconstruire, il y a toute l'électricité à refaire, il y a des centrales à bâtir. On parlait des matières premières avec Trump, mais il y a le ferroviaire, les routes, les bâtiments. Donc là, on va en manger. On va manger de la thématique reconstruction. En plus, c'est des secteurs qui n'ont pas tous forcément performé en bourse. Donc là, on est tous en train de faire nos calculs, en train de regarder, voilà, quels sont les acteurs qui seront les mieux placés, donc les cimentiers, les utilities également qui vont en profiter, tous les acteurs de l'énergie qui devront en profiter. Donc après, il faudra avoir aussi l'impact économique parce que c'est peut-être des points de croissance à récupérer effectivement derrière si effectivement on rentre dans une chose équilibrée, parce qu'il ne faudrait pas non plus que les Américains récupèrent le gâteau. C'est ça. Oui. Voilà. Qui va financer la reconstruction quel type de financement est-ce qu'on peut mettre sur la table, et de manière derrière, objective, qui va en profiter, quoi. Oui. Si on analyse l'économie américaine, je vais pas dire, mais vous enlevez la tech aujourd'hui. Non, mais de manière concrète sur les États-Unis. Aujourd'hui, cherchez les leaders mondiaux aux États-Unis en dehors de la tech. La plupart. Hors tech, oui. Hors tech, voilà. Donc, l'économie mondiale et les gens qui sont susceptibles d'intervenir sur cette reconstruction sont plus globaux qu'on pourrait l'imaginer. Donc là, il y a quelque chose à jouer. Je pense que le marché, c'est pas forcément un facteur de hausse immédiat ou de fausse hausse, parce qu'on vend, vous savez, on vend toujours la nouvelle lorsqu'on est en bourse, mais je pense que tout de suite on va avoir une thématique très très forte qui va se distinguer, surtout si on commence qui n'est pas payée encore. Les investisseurs n'ont pas voulu prendre trop d'avance sur cette idée-là, ce thème-là. Non, parce qu'on est focalisé sur des thématiques. C'est dingue à quel point le marché est monomaniaque par moment. Les Magnificent Seven, on parlera tout à l'heure des valeurs chinoises, mais il est très concentré finalement le marché. Donc on va là où on a le plus de certitude, peut-être. Donc on va lui donner un os à ronger pendant quelques temps, et l'os à ronger, le prochain os à ronger, ça sera évidemment à la fois la reconstruction et peut-être les matières premières qui suivront dans la foulée. Ouais. Jeanne, sur les enjeux autour d'un arrêt du conflit. Alors, je rejoins ce qui a été dit, mais j'ai quand même l'impression que la prime de risque qui était attachée à l'Europe, avec le risque à la fois politique, géopolitique, de vulnérabilité énergétique, elle a quand même diminué, et que le fait que les marchés européens aient repris 10% depuis le début de l'année inclut la probabilité croissante de voir un cessez-le-feu, ce qui quand même diminue la prime de risque de tous les actifs européens. Moi, ça, c'est un sentiment auquel je crois. Ça s'accompagne de ce qui avait été dit, je crois, c'est-à-dire qu'il y avait un grand pessimisme sur les entreprises, et on a vu une saison des résultats qui n'est pas très bonne sur les profits, mais qui est très bonne sur les ventes. Alors, c'est quand même avec un taux de surprise positif pour les entreprises européennes, qui a surpris favorablement. Donc ça, c'est venu s'ajouter. Et puis, le dernier élément, qui à mon avis est un élément important, c'est que le momentum d'activité, donc le taux de surprise, autant aux États-Unis, où les marchés anticipaient que tout était bien dans le meilleur des mondes. Donc là, les surprises commencent à devenir légèrement négatives. Oui. C'est quand même rare. Ça fait 2 ans. Ça fait 2 ans que ça n'était pas arrivé. La barre était beaucoup plus haute. La barre était plus haute, comme dit Florent. Et en revanche, on voit ça remonte quand même pour l'eurozone. Encore que maintenant, là, depuis un jour, ça retombe un peu. Mais en tout cas, il y a un momentum qui s'est croisé. Il y a une petite reconvergence. Je ne dis pas qu'on va rattraper mais Chine-Europe, ça va un peu mieux. Et Japon, Asie. Alors, Japon, Asie et Europe, les surprises économiques sont un peu plus positives et elles deviennent négatives aux États-Unis. Oui, ce qui est normal, c'est-à-dire que les anticipations, il y a toujours un excès d'optimisme ou de pessimisme, et à un moment, il commence à se corriger. Cette correction, ça a fait que le marché américain ne fait pas grand-chose depuis le début de l'année, là où les actifs européens font 10%. Après, il y a une deuxième phase qui va être effectivement la nature de l'accord, et puis ensuite...
qui va profiter de la reconstruction. Et là, on pourra rentrer dans le détail de cette thématique. Oui, mais là, pour l'instant, j'ai vraiment l'impression que ce qui va se jouer, c'est l'accord. Et puis, certainement quand même, ce qu'on va voir, mais très prochainement, avant même que se dessine la reconstruction, c'est la capacité de l'Europe à parler d'une voix et à recouvrer une indépendance stratégique et de défense. Je crois que c'est la première des priorités érigées par Friedrich Merz, c'est l'indépendance en matière de sécurité vis-à-vis des États-Unis, un pays qui, comme dit-il, ne s'intéresse plus à l'Europe. Mais ils ont l'air de le découvrir. Obama l'avait dit en 2014. Qui s'occuperait dorénavant de l'Asie. Ça fait 10 ans qu'en Europe, personne n'a voulu l'entendre. Mais bon, à un moment... Oui, il a fallu une dizaine d'années, effectivement, et quelques élections et une guerre pour en prendre conscience. Oui, mais donc je pense que cette phase-là, si elle est réussie, ça permettra encore de diminuer la prime de risque. Et si on parle des États-Unis, là, vous avez teasé un petit peu, il y a une forme d'épuisement conjoncturel là, de l'activité américaine, ou c'est plus ambigu que ça? Je pense qu'il y a un épuisement de l'optimisme. D'accord. Ça y est. C'est le moral. Non, puis bon, à un moment, on anticipe, ça va bien, ça va bien. Voilà. J'entends. Oui. Ça peut pas toujours aller mieux. Non. Voilà. Florence, sur l'économie américaine, la lecture est toujours très ambiguë, beaucoup de bruit, on trouve des bonnes et des mauvaises nouvelles. Mais c'est vrai que là, on a une série depuis les ventes au détail qui montre que l'effet Trump est peut-être déjà un peu passé, quoi. Il y a encore 4 ans. Tout dépend toujours de ce que l'on regarde en réalité. C'est-à-dire qu'une statistique vous donne une image très différente. Prenons par exemple les PMI qui ont fait peur au marché vendredi. PMI des services qui sont donc passés en dessous de 50, le fameux seuil qui sépare la contraction de l'activité et l'expansion de l'activité. Donc, petite crainte que le secteur des services flanche. Mais il y a d'autres indicateurs qui nous montrent que le secteur des services se porte bien. Les ventes au détail. Les ventes au détail, c'est intéressant parce que les ventes au détail, on a tendance à l'oublier, ça concerne principalement ce qu'on appelle les biens. Alors c'est un peu technique, mais les biens durables. Oui. Les biens durables, c'est pas le plus gros de la consommation aux États-Unis, ce sont les services. C'est le fun, ça capte pas le fun, quoi. Oui. Et dans les ventes au détail, on a la capacité de distinguer un petit peu l'allure des services avec une catégorie en particulier. Et là, ça va plutôt bien. Ouais. Et donc, de ce point de vue-là, même alors en économie, on a un problème. Enfin, quand on est économiste, on a un problème, c'est la fréquence des données. Donc, les ventes au détail, c'est mensuel. Et alors, quand on parle de haute fréquence, à la différence des marchés, nous, ça va être de l'hebdomadaire. Hebdomadaire, on est très très content. Il y a quelques séries hebdomadaires privées de ventes au détail qui nous montrent que finalement, ça se passe encore assez bien. On peut regarder les cartes de crédit, etc. L'économie américaine se porte bien, mais comme cela a été dit, c'est une question de sentiment. C'est-à-dire que les marchés se disent, on a écarté totalement le risque de récession, voire même maintenant le risque de ralentissement économique. On se dit que ça va défier la gravité à l'infini. Et puis finalement, ce dont on se rend compte, c'est que de temps en temps, il y a des petites surprises. Sur l'emploi, on n'est pas à l'abri non plus qu'il y ait un petit mois où ça flanche un peu. Et donc il y a des risques de voir le marché faire à nouveau des allers-retours, notamment sur les anticipations de mouvements de taux de la Réserve fédérale américaine. En 2024, je ne sais plus par où on est passé, mais à un moment on voyait cette baisse de taux, puis 0, puis on a commencé à parler de hausse de taux pour revenir finalement à 100 points de base de baisse de taux, qui était le scénario central de la Fed depuis un bon moment. Est-ce qu'on rejoue à ce jeu-là aussi aujourd'hui? Le marché a effacé quand même beaucoup des baisses de taux qu'on prévoyait normalement pour cette année. Alors, c'est vrai qu'il y a cette idée que la Fed a le luxe de pouvoir baisser les taux tant qu'elle veut et de regarder ce qui se passe, etc. Mais en réalité, elle fait face à énormément d'incertitudes. C'est-à-dire qu'on en a parlé un petit peu, c'est que les droits de douane, les tarifs, même s'ils ne sont pas appliqués, ça génère de l'incertitude. Va-t-il y aller? Va-t-il ne pas? Qu'est-ce que ça va donner le 1er avril? Quand on fait des calculs, on voit que ça baisse de quasiment 3 à 4% le revenu disponible des ménages, et surtout les moins aisés. Donc ça veut dire moins de croissance et un peu plus d'inflation. Alors la Fed, qu'est-ce qu'elle fait dans ces conditions-là? Elle passe au travers de la hausse d'inflation des droits de douane, peut-être, mais elle passe pas au travers d'une dégradation du marché de l'emploi et de la croissance. Donc c'est ça l'enjeu. Ça reprend un peu le schéma que la Fed avait eu sur la première guerre commerciale 2018-2019. Oui, alors à ceci près qu'elle était dans une phase de hausse de taux. C'est vrai. Et qu'à un moment donné, effectivement, Jérôme Powell avait décidé de s'arrêter. Et on ne saura jamais, même aujourd'hui, si c'était à cause de Donald Trump ou si c'était de son fait, lui. Puis ensuite, effectivement, on a baissé les taux. Mais c'est parce que
l'incertitude et la guerre commerciale avaient généré une baisse de l'activité manufacturière, une dégradation de l'emploi dans le secteur manufacturier, et la Fed avait dû agir pour rétablir son... Même sans exécution de la menace, la seule menace peut avoir une implication sur la fonction de réaction. Quand on regarde les ménages, quand on leur demande quelle anticipation d'inflation ils ont, ah oui, c'est beaucoup remonté. C'est beaucoup remonté, ouais, effectivement. Avec toujours autant de disparités entre démocrates et républicains. C'est l'incertitude qui s'exprime. Ouais. Frédéric, sur les États-Unis, la surprise économique négative, et puis les marchés américains. L'idée que les Trump trades se sont quand même bien épuisés au moment même où l'animal est arrivé à la Maison Blanche. Au moment où il fait ses annonces sur l'IA, on a DeepSeek en même temps, et là c'est la fin. Donc, non, il y a, au-delà de ça, c'est un peu, avec les résultats de Walmart, un peu quelque chose, à mon avis, assez symbolique de la mentalité aussi de consommateurs américains. C'est que les Américains sont toujours dans le ressenti. Et le ressenti d'un Américain l'année dernière, c'était un marché qui montait. Il y a eu l'élection de Trump, il y avait l'épargne qui a disparu. Il y avait beaucoup de choses favorables finalement. On est en plein emploi. Et donc, on commence à avoir des petites... pas des red flags, mais des petits canaris, des petits trucs qui arrivent comme ça. C'est quoi les petits canaris alors? Prenez par exemple, tout bête, mais en France on se sent loin, mais les cryptos, c'est quand même très agité depuis quelques temps, avec des fois des grosses baisses, ce genre de choses comme ça. L'incertitude, parce que vous connaissez tous des fonctionnaires et vous savez pas combien Dodge va liquider de fonctionnaires, donc c'est aussi une incertitude qui arrive. Ça ne représente pas énormément, je crois, de la workforce américaine. C'est juste... c'est le sentiment, ça participe. Vous allez avoir à la télé des gens sortir, comme à l'époque de Lehman, avec des cartons. C'est juste un ressenti. C'est-à-dire que quand vous avez pricé peut-être le meilleur, quand vous commencez à avoir des petites choses comme ça, à droite et à gauche, avec une incertitude aussi... peut-être avec l'emploi qui va commencer à stagner, une épargne qui est plus là, des cartes de crédit, les taux des cartes de crédit. Je rappelle que les taux des cartes de crédit, c'est à 30%. Alors on en parle, mais attention aux taux de défaut des cartes de crédit. Et je sais qu'on n'arrête pas d'en parler, et à chaque fois c'est de plus en plus haut, mais ça veut dire qu'on a de la réserve en moins. Donc c'est vrai qu'on pourrait avoir une phase un peu plus délicate sur la conso américaine, ça ne m'étonnerait pas. Et dans ce cas-là, le marché, c'est vraiment comme Walmart. Walmart est vraiment pour moi un révélateur. Ça a été quasiment le meilleur performeur depuis 2 ans sur les marchés américains. On voit que ça commence à bloquer. Attention quand même, et pour le coup en Europe c'est l'inverse, puisque nous on était déjà dans cette... Et c'est quoi le risque? Parce que c'est ce qu'on disait en ouverture d'émission, alors que nous on prend 10% en Europe, et puis que la Chine boursière se réveille un peu, les États-Unis ne font rien. Ne rien faire, ça ne veut pas dire plonger de 20%, justement. C'est-à-dire qu'on est encore dans un scénario où les États-Unis, les indices actions américains, reste haussier, on a marqué des records encore, je crois, la semaine dernière sur le S&P 500, donc il n'y a rien de catastrophique du point de vue des niveaux de prix d'indices. C'est plus large. Mais c'est la dynamique. C'est plus large aussi, et il y a 1 mois et demi, les Américains étaient convaincus qu'ils étaient les plus forts, ils avaient la maîtrise de l'intelligence artificielle, que c'était le roi du monde. Ça a pris quand même un petit coup. Pour le coup, on voit avec beaucoup d'annonces venant des Chinois, je ne vais pas rentrer dans la technicité, mais c'est vrai que ce leadership qu'on pensait imposer au monde, quelque part, ça met aussi un petit coup sur la... Et puis s'ajoute à ça, parce que la question des surcapacités d'infrastructures, on l'a tous en tête depuis un moment. Et puis là, un analyste ou des analystes chez TD Cowen nous disent, attention, de sources sûres, Microsoft est en train d'abandonner certains contrats de leasing. On ne sait pas ce que ça peut représenter, c'est peut-être juste des ajustements, ou c'est peut-être une vision un peu moins rose, effectivement. Oui, mais pendant le même temps, vous avez Apple qui dit qu'on va accélérer sur les investissements. Mais tous les jours, si on est vraiment hyper sensible, il faut faire attention à ça, c'est que tous les jours on a une information inverse. Est-ce que tous les jours. Donc là, là, le secteur de l'énergie, parce que bien sûr, les TD Cowen, c'est aussi la demande d'énergie nécessaire là-dessus. C'est pour Schneider là-dessus. Tout ce on voit bien la sensibilité du marché à la moindre micro-nouvelle concernant ça montre quand même ces investissements. Ça, c'est un point d'alerte quand même sur le marché. Quand vous avez une hypersensibilité comme ça à la micro-nouvelle, c'est un point d'attention qui pourrait être les prémices d'un mouvement peut-être plus global de contraction. Et comment ça se traduit dans la gestion d'un portefeuille, d'une allocation? Alors bien sûr, il faut déjà être plus prudent, il faut déjà... Comme tout le monde, on a réalloué quand même très fortement sur l'Europe, sur les mid-cap européennes aussi, mais on avait parlé la dernière fois. L'Asie, évidemment, c'est un endroit où il faut être
positionner. Donc, évidemment, oui. Jusqu'à 2 ou 3 mois, il n'y avait rien d'évident à être positionné en Asie. Peut-être pas par le Japon, j'en sais rien. Mais... Non, mais voilà. Donc, c'est de manière plus équilibrée. Réduire la voilure quand même sur les technos, ça, c'était aussi quelque chose d'assez évident à faire. Et ce qu'on avait parlé la dernière fois de l'équipondération, c'est de jouer l'équipondération, de jouer finalement une économie américaine qui se porte bien et qui n'est pas centrée uniquement sur la tech. Donc, il y avait, à mon avis, ça de mieux à faire pour jouer le début d'année. Et le marché est un peu moins sensible aux variations d'un titre comme Nvidia qui va publier là cette semaine, et on sait que toujours avec les marchés d'options, ça peut bouger de 10% dans un sens ou dans l'autre, minimum. Mais là, pas le droit à l'erreur. Mais quand je dis pas le droit à l'erreur, mais c'est juste pour Nvidia ou c'est l'ensemble du marché américain qui est encore concerné? Non, il y a des effets. Alors sur Nvidia, il y a des effets report. On s'aperçoit que le fait que Nvidia bloque a eu un effet un petit peu de... Ça a répandu un petit peu. On a vu des Intel ressurgir, des IBM ressurgir, des acteurs plus globaux, plus anciens d'ailleurs, prendre un peu plus d'importance. Donc on estime, en tout cas le marché estime que Nvidia a une bonne partie du gâteau, mais aujourd'hui, le gâteau est suffisamment important pour que d'autres acteurs qui ont de la réserve de performance puissent bien performer dans les mois à venir. Et c'est ce qui se passe sur le marché. Jeanne, force et faiblesse du marché américain, qu'est-ce que vous en dites? J'aurais rajouté à ce qui a été dit peut-être 2 éléments. Le premier, c'est le dollar. C'est-à-dire que la tenue du dollar permettrait d'absorber beaucoup de choses en termes de perte de pouvoir d'achat du consommateur américain. Pour l'instant, ce qu'on voit, c'est qu'à chaque fois qu'il y a des menaces tarifaires, le dollar monte. Donc, attention, c'est peut-être pas un effet. Voilà. L'autre élément. C'est-à-dire la corrélation pourrait s'inverser. On pourrait à un moment franchir un point qui absorber, c'est-à-dire que le dollar se renchérissant, s'il prend 4% et que de l'autre côté les augmentations tarifaires font qu'il y a ça hausse, très clair. Il n'y a pas ça absorbe. Donc ça, c'est quand même un élément important et qui peut être induit par le fait que s'il y a les relèvements de tarifs, la Fed peut s'arrêter. Donc, du coup, alors que la BCE, elle, va au contraire continuer de baisser les taux, si la Fed s'arrête ou que le marché se met à anticiper que la Fed est susceptible de remonter les taux, ça jouera sur le dollar. Donc ça vient quand même absorber. Le deuxième élément, c'est que le marché financier, c'est pas neutre le fait qu'il s'arrête de monter. En fait, quand vous regardez, il y a un indicateur intéressant de la Fed qui est l'indicateur des conditions financières. Et elle exprime les conditions financières en termes de combien elles vont ajouter ou enlever à la croissance des 12 mois à venir. Et paru là, hier, avant-hier, je ne sais plus, celle de janvier. C'est très intéressant parce que les conditions financières sont jugées ou estimées par la Fed favorables à la croissance, pas énormément, mais elles sont censées ajouter 0,2, 0,3 points à peu près, uniquement à cause des marchés d'actions. Oui, le dollar est trop cher. Les taux, ce qui joue en négatif, c'est les taux de crédit. Quasiment pas les taux de la Fed, quasiment pas. Le gros du truc, c'est quand même... Voilà. Et donc, attention, parce que c'est vrai que aux États-Unis, la bonne tenue du marché action est importante pour l'activité. J'entends. C'est beaucoup plus important que dans d'autres pays. La faveur des conditions financières repose aujourd'hui quasi exclusivement, en grande partie, sur la bonne tenue des indices actions. Si ça ne tient pas, la Fed pourra, qui a son double objectif de plein emploi et de trucs, si elle estime que le plein emploi est menacé, elle pourra reprendre les baisses de taux. Pour compenser le fait que le marché action ne tienne pas. C'est toujours l'environnement est risqué là après tout ce qu'on a dit. Enfin, je veux dire, voir l'Europe monter, voir la Chine et la tech chinoise se réveiller avec DeepSeek, ça nous donne l'idée que les investisseurs sont risqués aujourd'hui. Parce que je vois des flux encore sur le monétaire. Je regardais là, les compilations qui sont faites sur un mois en janvier. Les flux, ils vont encore beaucoup sur le monétaire. Alors, est-ce que c'est un effet de latence, de décalage en attendant de voir des taux franchement plus bas, ou est-ce que c'est aussi le signe que tout le monde n'est pas très confortable dans le marché ? Tout le monde ne participe pas au marché, effectivement, dans son ensemble. Mais en fait, c'est ce qui ressort de nos discussions. C'est-à-dire qu'il y a un sentiment positif sur la zone euro. Parce qu'on était très pessimiste. Parce qu'on est très bas. On était très pessimiste. En fait, le cocktail, il est très porteur pour le... Alors, la question maintenant qu'il faut se poser, je pense, c'est est-ce qu'on est parti trop vite, trop fort ?
parce qu'on l'a évoqué, on est à 10% de surperformance quasiment entre les... C'est le bon moment pour se poser des questions, 10%. Ben, ouais. Jeanne dit oui. Je dis c'est le bon moment de se poser des questions quand on a fait un plus 10 et sur Bien l'Europe, sûr. et Jeanne dit oui. Alors après, en réalité, ça rejoint absolument tout ce qu'on s'est dit jusqu'à présent. C'est-à-dire que si on voit une politique budgétaire expansionniste en Allemagne plus expansionniste, ça va rajouter effectivement à ce sentiment pour que les actions européennes continuent de performer. La valorisation. Alors quand on regarde en absolu, on va dire que les actions européennes sont bon marché. Quand on regarde par rapport aux États-Unis, elles sont franchement décotées. Franchement décotées. Et ce n'est pas un argument suffisant. On peut coupler ça avec la Banque Centrale Européenne. La Banque Centrale Européenne, effectivement, on peut avoir des désaccords sur combien de baisses de taux, mais on peut se dire qu'au moins, il y en aura au moins 2 sur la réunion de mars et d'avril. Ouais. Nous, typiquement, dans notre scénario, on est un peu en décalage parce qu'on ne voit pas au-delà d'avril. Mais ce n'est pas très très grave, parce qu'en réalité, il y a déjà eu des baisses de taux précédemment. Il y en aura encore un petit peu. Et donc, ça va booster la croissance. Donc après, si, en plus de Soustar, la guerre commerciale se termine bien, on l'espère. Oui, les catalystes sont là. Enfin, les potentiels catalystes sont là. Mais la question, encore une fois, c'est de savoir si 10% c'est déjà pas trop maintenant. Est-ce qu'on va peut-être avoir une petite respiration, etc. Bon, que dit le gérant ? Est-ce que 10% de gains sur l'Europe, est-ce que c'est déjà trop ? Ou alors, qu'est-ce qui pourrait emmener les actions et les indices actions Europe au-delà d'une hausse de 10% ? Moi, je vais aller à contre-courant sur le dollar. Excuse-moi, je vais rebondir là-dessus. Moi, c'est de l'intuition plutôt négative sur le dollar. Il y a des arguments pour l'être. Alors, je vais vous expliquer. Si on parle, puisque notre métier, c'est de l'anticipation, et aujourd'hui, le marché, il anticipe quoi ? Un différentiel de taux d'intérêt entre les États-Unis et l'Europe. C'est déjà intégré. Il intègre un effet, on parlait de prime de risque sur l'Europe, c'est intégré. Il intègre la croissance, le différentiel de croissance, c'est intégré. Et je me dis, si tout ça ne se met pas dans le scénario qui est préécrit sur le marché, attention quand même, parce que je vois le dollar à 1,04. On est assez éloigné d'ailleurs de la parité des pouvoirs d'achat. Je pense qu'il manque encore 6-7% pour revenir. Donc je vois j'imagine assez bien le dollar revenir honnêtement vers les 1,10, 1,12. Là, on était en septembre. Ouais. Je pense que c'est un mouvement qui est, puisque tout le monde est dans le sens inverse, on va aller plutôt dans ce sens-là, juste parce il faut être logique. Si on est dans le scénario pro-européen dans nos investissements, si on est un scénario d'incertitude sur les taux d'intérêt à la fois aux États-Unis et en Europe, je pense qu'on pourrait avoir une surprise du côté du dollar. Donc attention sur le marché américain, par un effet de dépréciation de la monnaie, alors peut-être de manière couverte, mais le carré coûte très cher. En tout cas, la différence de taux d'intérêt coûte un peu cher. Donc, pas négatif sur les marchés. Il pourrait y avoir une phase de consolidation et attention au dollar. Mais l'effet de change peut venir peut-être perturber un peu exactement. Attention à ça. Bon, on suivra le dollar. Évidemment, la politique du dollar fort est intacte, répétait il y a encore quelques jours le secrétaire du Trésor Scott Bessent. Trump a changé 10 fois d'avis. Oui. Dans la même phrase, ou quasiment dans la même semaine, à l'époque de Davos. La grande spéculation du moment, c'est savoir est-ce qu'on aura des accords du Plaza 2 ou de Mar-a-Lago. On verra. Peut-être pas encore tout de suite, mais c'est peut-être un sujet de cette mandature de Trump. Merci beaucoup à vous trois d'avoir été les invités de Planète Marché. Jeanne Asraf-Biton, BFTIM, Florent Vabon, Ecofi, Frédéric Rosier, Mirabeau. Le dernier quart d'heure de Smart Bourse, chaque soir, c'est le quart d'heure thématique. Le thème ce soir, c'est celui de la dette émergente. Et je vous propose ainsi de voir ou revoir l'intervention de Michael Israël, cofondateur d'Ivo Capital Partners, qui est venu nous voir il y a quelques jours à peine pour évoquer les enjeux et les perspectives de ce segment de marché, celui donc de la dette émergente. Quelque chose qui est important dans la gestion obligataire, c'est votre rendement à l'entrée. Puisque c'est vraiment ce qui va soit vous amener de la bonne performance, soit même vous protéger si jamais il y avait des vents contraires sur la période d'investissement. Donc depuis 2022, une chose est claire, c'est on démarre chaque début d'année, et c'est encore le cas d'ailleurs en 2025, on démarre chaque début d'année avec des niveaux de rendement élevés. Grâce à la remontée des taux et à l'écartement des spreads qu'il y a eu. Donc on a eu les deux moteurs, les deux composantes des rendements, à la fois les taux et les spreads qui ont repricé en 2022, et donc on est parti avec ce qu'on appelle du carry embarqué qui était intéressant, et bien que nous avons eu une baisse des spreads
depuis 2022, bien étonnamment, on pourrait se dire, normalement, on devrait avoir de moins en moins de rendement pour démarrer chaque nouvelle année, puisque si on a fait des si bonnes perfs pendant 2 années consécutives, on est à des perfs quand même double digit sur beaucoup de classes d'actifs obligataires, incluant la nôtre, eh bien, c'est qu'il y a bien dû y avoir un moteur en plus, et comme en plus les gens sont pas mal habitués à gagner de l'argent par les mouvements de spread et les mouvements de taux dans l'obligataire, moins que par le carry, eh bien on pourrait se dire on a un niveau de rendement plus faible aujourd'hui. Et comme on a eu effectivement une baisse des spreads, mais on a eu une remontée des taux, en tout cas pour ce qui nous intéresse à nous, qui est la courbe américaine, eh bien finalement les choses s'équilibrent et on repart. Par exemple, cette année, on repart avec 9% de rendement sur le portefeuille flagship, un portefeuille raté double B. Voilà, on repart avec du high single digit, comme on dit en anglais, pour démarrer l'année en termes de rendement. Spread, donc c'est les écarts de prime de risque, la prime que je paye pour être créancier d'une entreprise par rapport au taux sans risque local, c'est ça Alors, taux sans risque américain, voilà, l'occurrence pour vous, voilà, puisque vous êtes en devise dure, pardon, Mickaël. Mais c'est intéressant, cette histoire de spread, ça vous inquiète pas? Le fait que les spreads se soient compressés, alors tout dépend, je ne sais pas dans votre univers émergent, mais sur du spread high yield américain, on est peut-être au plus bas aujourd'hui. L'écart de prime de risque pour une entreprise américaine à haut rendement n'a jamais été aussi faible qu'aujourd'hui. Est-ce que c'est quand même un sujet ou pas? Alors, 3 éléments de réponse à cette question. D'abord, contrairement au high yield US, le high yield émergent n'est pas à son plus bas historique. Donc, et c'est le cas sur le high yield US, c'est vrai. Donc on est encore à, je crois, un peu plus de 100 BP si on prend le spread historique. Enfin d'ailleurs, ça dépend de combien on remonte, mais on peut même trouver plus que 100 BP, mais je vais reprendre sur la période plus courte, on va dire, sur les 10 dernières années. On a encore une marge d'au moins 100 BP. Si on compare juste en historique, est-ce qu'on est au plus bas? Il y a toujours un petit matelas quand même sur les émergents. Exactement. Là, de ce point de vue-là. Donc ça c'est clair. Ensuite les spreads, il faut toujours les regarder en plus au regard de la qualité de crédit du moment. Parce que bon, on peut peut-être vous montrer des spreads d'un autre niveau à un autre moment, mais c'était pas la même photo. Donc aujourd'hui, on sait que la qualité de crédit, elle s'est améliorée. Sur la période, si je compare même avec la période où les spreads étaient très serrés. Très serrés. Donc on a aujourd'hui, je ne vais pas vous dire qu'on n'a pas d'inquiétude spread, peut-être je pourrais vous dire d'où est-ce qu'elle peut venir, mais on n'a pas... Si on ne se préoccupait pas de la volatilité, si vous me demandez est-ce qu'avec des niveaux de taux plus les niveaux de spread aujourd'hui, et ça donne un niveau de rendement qui est celui que je vous ai donné, et la qualité de crédit qui est en face, si on ne se préoccupait pas du reste, on dort très tranquille. Ouais, j'entends. Vous avez toujours ce graphique là chez IVO Capital Partners, mais moi qui m'a frappé, vous me l'avez montré déjà il y a quelques années, Mickaël, mais vous le mettez à jour en permanence pour bien montrer la qualité du gisement de l'univers high yield émergent par rapport à l'univers high yield développé, par exemple. Alors on peut faire l'exercice sur le high yield ou sur l'investment grade, mais vous regardez les niveaux de levier. Oui, tout à fait. Et rien que là, ça montre quelque chose, un écart spectaculaire. Oui, alors c'est intéressant parce qu'on peut le ramener au spread, comme on peut le ramener aussi au rendement, parce qu'à la fin, on est tous en train de... C'est notre métier de nous préoccuper des niveaux de spread, des niveaux de taux. Mais à la fin, votre rendement, vous pouvez le faire... Que vous le fassiez avec du spread ou avec du taux, on s'en fiche un peu, j'allais dire, excusez-moi de le dire comme ça. Et d'ailleurs, il y a des cycles où on le fait plus par les taux, d'autres où on le fait plus par les spreads. Et aujourd'hui, en tout cas, quand on regarde les spreads au regard de ces leviers, donc ça se lit rapidement, mais si vous prenez la courbe de gauche, la partie gauche, on est dans l'investment grade. On a une courbe d'abord qui, vous le voyez quand même, plutôt en déclin. Et c'est quoi? C'est l'endettement des entreprises sur le ratio net debt rapporté à l'EBITDA. Et on voit qu'il y a 3 fois moins d'endettement sur les bilan en général des entreprises émergentes, et dans le high yield qui est à droite, on tourne autour plutôt de 2 fois moins d'endettement. Mais c'est pas que sur ce critère qu'on voit la qualité. Il y a pas mal de choses assez remarquables. Si on regarde le service de la dette, c'est-à-dire combien d'années d'EBITDA on a pour payer les intérêts de la dette, on est sur des niveaux très élevés, on est même sur des niveaux supérieurs après 2022, alors que le coût de capital est monté entre-temps. Donc clairement au niveau fondamental, est-ce qu'on a des inquiétudes? Non. Donc c'est des inquiétudes de vol qu'on peut avoir éventuellement sur le marché. Et qui peuvent venir d'où, Mickaël, puisque c'est la question que vous vous posez tous les jours en tant que gérant obligataire. Si je suis tranquille sur mes fondamentaux, qu'est-ce qui peut venir bousculer ces marchés? Et les spreads, par exemple?
Alors bon, justement sur les spreads, je pense critère numéro 1, si on devait les lister, mais celui-là, j'allais dire, il concerne un peu tout le monde, c'est pas spécifique à notre classe d'actifs, mais il y a quand même un très fort consensus sur l'extension du cycle de croissance américain. On a l'impression que rien ne peut faire dérailler ces attentes-là. Bon, s'il y avait un peu de déception sur ce plan-là, sur les spreads, puisque les spreads reflètent vraiment des espoirs de croissance économique. S'il y avait de la déception, et ça c'est aussi toujours le même binôme, c'est la déception et des marchés qui sont bien valorisés. Donc on peut avoir des réactions sur les spreads. Et sur ces niveaux de valo aujourd'hui du high yield américain, il y aurait forcément une réaction en cas de déception sur la croissance américaine. Exactement, c'est ce qu'on pense. Et comme c'est la réalité, on est quand même tous un peu corrélés au high yield US. Donc s'il y avait un mouvement sur le high yield US, il pourrait y avoir un peu de décalage. La bonne nouvelle face à ça, j'en reviens à cette fameuse composition du rendement, c'est qu'on a aujourd'hui dans notre rendement pas que du spread, comme par le passé. Et aujourd'hui, on a du taux, à peu près 50%, c'est du taux. Ouais. Et donc, si vraiment il y avait un ralentissement, on pourrait avoir cette fois-ci la composante taux qui joue en notre faveur et qui viendrait rééquilibrer un petit peu l'éventuel mark-to-market négatif qu'on aurait sur les spreads. Et j'en termine juste un mot là-dessus, c'est que sur les spreads US, là où il y a quelque chose qui peut nous aider, c'est que l'écart actuellement, l'écart de spread entre les spreads US et les spreads émergents, en revanche en historique, le US high yield a tellement baissé que l'écart de spread, il est quand même pas mal. Et quand on regarde juste cet écart en historique, on a un niveau qui est assez correct au-dessus de la médiane. Donc il y a de la place pour encaisser un petit peu de remontée éventuelle ou de remonter des spreads US ou d'avoir des spreads émergents qui continuent à baisser. J'entends. Ça, c'est le risque macro, le risque sur la croissance américaine. Est-ce qu'il y a d'autres types de risques, partant notamment de la courbe en dollars, qui est votre benchmark pour investir en devises dures dans la dette émergente, Mickaël, mais je ne sais pas, on parle des déficits américains, de la signature, de la prime de terme, etc. Est-ce que tout ça aussi peut se refléter, se traduire en volatilité pour vos marchés à vous ? Alors oui, bon, alors évidemment, il peut y avoir de la volatilité sur la partie taux. Honnêtement, chez IVO, on aime bien quand même cette partie taux qui vient déjà de repricer et qui price une certaine incertitude Trump sur à peu près tous les sujets. Ça ne veut pas dire qu'elle price pleinement, mais on ne peut pas dire qu'elle ne price rien. D'accord. Et donc ça, on aime bien dans les horizons de temps dans lesquels on travaille, nous, les durations qu'on a, qui sont du corporate, on n'est pas sur des choses très longues. Donc on est quand même à l'aise avec ce point de départ. Mais attention, ce que vous soulignez est quand même intéressant sur toutes ces problématiques de déficit budgétaire, etc. Ce qu'il faut comprendre, c'est que ces taux higher for longer, ce qui est un peu ce qu'on vit. Et finalement, je ne sais pas si vous vous souvenez, je l'avais dit il y a une fois, j'étais passé chez vous et j'avais dit, vous savez, pour un gérant obligataire, mais pourvu que ça dure. C'est-à-dire, si on peut démarrer chaque année... Le rendement à 9. Exactement. Et on va avoir un cycle et regardez, depuis 2 ans, on fait nos meilleures performances et pourvu que ça continue. Bon. Mais ce système-là de higher for longer, au surplus, en plus qu'il y a beaucoup de valeur actuellement dans la partie US parce que c'est du rendement réel. C'est-à-dire comme les taux réels américains sont très positifs, pas loin de 2%, c'est-à-dire nos rendements réels sont extrêmement forts. Donc, est-ce qu'on aime la situation ? Oui. Et comme toujours, higher for longer, c'est bien si vous êtes prêteur, à condition que ça ne pose pas de problème chez vos emprunteurs. On a vu que chez nos emprunteurs, en tout cas les corporates, ils encaissent le higher for longer, c'est pas un sujet. Sauf que dans les émergents, il y a toujours ces jeux de contamination entre le souverain et le corpo, qui sont d'ailleurs des super opportunités d'investissement. Et pourquoi je parle de ça ? Parce que côté souverain, en revanche, côté souverain émergent, on ne peut pas dire non plus que la photo soit parfaite. Il y a eu quand même de la détérioration au niveau des endettements aussi. Ça n'est pas qu'une problématique chez les développés. Et aussi, ils sont obligés de garder, contraints, de garder des taux réels locaux très élevés pour éviter la fuite de capitaux à cause de ces taux réels américains très élevés. Du coup, ça étouffe un petit peu et puis ça pèse sur le budget parce que si vous avez des taux qui montent beaucoup, vous aussi, votre charge de la dette, même dans votre devise locale, commence à être importante. Et on a vu déjà en 2024... Il y a des Canaries là qui ont commencé à siffler un peu. Oui, alors si on prend un pays comme le Brésil par exemple, sur lequel on ne peut pas dire qu'il y a eu un problème sur la dette externe, c'est-à-dire la dette en dollars. Et il y a des raisons d'ailleurs, c'est un pays qui est très solide sur la dette externe et donc c'est normal que ça ne se soit pas produit dès 2024. Mais par contre, si vous regardez les taux 10 ans, ils se sont envolés.
Je ne parle pas des taux directeurs, je parle des taux 10 ans. Le marché a sanctionné et on est monté à 15% maintenant sur les taux en réal. Et la devise, dans le même temps, a en plus plongé d'une vingtaine de pourcents. Donc il y a déjà des prémices. Est-ce que ça peut venir aller jusqu'à la dette externe? Ça peut arriver. Et donc on est vigilant et surtout on est positionné pour pouvoir, si ça arrive, avoir des munitions et en profiter. C'était Michael Israël, cofondateur d'Ivo Capital Partners, spécialiste de la gestion obligataire et de la dette émergente, invité du quart d'heure thématique de Smart Bourse ce soir.